Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Et c'est vrai que concernant ce sujet, j'oserais dire qu'il n'y a pas de règles concernant les règles des femmes. Drôle de mot d'ailleurs pour illustrer ce sang menstruel qui n'est d'ailleurs pas vraiment du sang. Bref, entre les femmes qui n'en peuvent plus de couler tant et plus et celles qui n'en ont pas ou presque plus, entre les pauvres qui se tordent de douleur tous les mois et celles pour qui ça passe comme une lettre à la poste, c'est à n'y rien comprendre. Il nous faudra sans doute bien plus de 2 heures pour mieux comprendre ce phénomène. En tout cas, c'est avec Christian Jamin que nous allons parler des règles. Et là, franchement, je suis sûre que vous aurez des réponses précises et claires, comme chaque fois qu'il vient dans cette émission. Et donc, justement, ces questions que vous avez à poser, si vous avez envie de mieux comprendre vos règles, n'hésitez pas à nous appeler. Pour ça, vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Oui, Christian Jamin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règles dans ce sujet. Il n'y a pas de règles. C'est 40 ans de ma vie d'avoir essayé d'y comprendre quelque chose, donc, et je ne suis pas au bout du chemin. Alors, je pense qu'avant tout, il faut que les gens comprennent la différence entre les règles et le cycle. Les règles, c'est le sang. Oui, enfin le sang, c'est pas vraiment du sang. Oui, c'est l'élimination de la couche interne de l'endomètre, de l'utérus. Non, et ça c'est peut-être intéressant pour les hommes de savoir que c'est pas vraiment du sang. Rassurez-vous, messieurs. Oui. Alors, en fait, les règles, c'est pas du sang. Le sang, c'est le véhicule qui sert à nettoyer l'intérieur de l'utérus tous les mois pour préparer le nid pour le mois prochain. Mais bon. Il y a, comme vous l'avez dit, tous les problèmes liés aux règles, avec ces douleurs, ces pertes de sang, ces fatigues, ces maux de tête, etc. Et puis, entre les deux, il y a quelque chose qui est encore plus important, ça s'appelle le cycle. C'est-à-dire que les règles, ça vient tous les 28 jours, sauf qu'il y a beaucoup de femmes pour qui ça vient... Ça fait des cycles irréguliers. Et les femmes s'inquiètent... parfois à juste titre, du fait que, en dehors de la ménopause bien sûr, du fait que leurs règles ne viennent pas ou ne viennent pas à la bonne date. Et donc, on pourrait dire, si on est schématique, très schématique, que le cycle est régulé par les hormones et les règles est régulé par l'utérus. Voilà. D'accord. Donc, le trouble de la longueur du cycle, c'est hormonal, et les troubles des règles, c'est majoritairement lié à des problèmes d'utérus. Ce qui voudrait dire que lorsqu'on prend une pilule à base d'hormones, c'est assez logique que le cycle soit plus régulier ? Alors, non. Bon. Pas du tout, parce que la pilule, c'est pas des cycles. D'accord. La pilule, c'est tout artificiel. D'accord. Bon. Bref, toujours est-il qu'il n'y a pas de règles, ça on l'a bien compris. Donc on va répondre au cas par cas, mais en même temps, ça va permettre peut-être quand même de donner beaucoup d'informations à toutes celles qui nous écoutent, parce que j'imagine qu'on va surtout avoir des appels de femmes aujourd'hui. Alors justement, les femmes et particulièrement les féministes que vous aimez bien, Christian Jamin, bien sûr. On trouve que c'est totalement injuste que les femmes aient des règles, que c'est vraiment pas normal. Pourquoi les règles ? Pourquoi on ne pourrait pas supprimer les règles ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que Dieu, c'est l'étage du dessus. C'est que c'est pas moi qui ai fait la nature. Chez les animaux, c'est pas. Mais est-ce que c'est Dieu qui a fait la nature ? Bon, allez, on va le croire pour simplifier les choses. D'accord. Voilà. Mais alors, est-ce que Dieu a des règles ou pas ? Eh ben, alors oui. Allô, Dieu, si vous nous écoutez, 0826 300 300, venez nous donner la réponse. Alors oui, il y a des femmes qui pensent que c'est le mot existe, c'est une injustice biologique, les règles. Mais bon, la prostate aussi pour nous, c'est une injustice anatomique. Donc chacun ses problèmes. Elle vous embête assez tard. Vous avez 50 ans de tranquillité, tandis que nous, ça démarre quand même assez tôt. C'est vrai. Non, bon, écoutez, je pense qu'il n'est pas très sérieux de remettre en cause l'existence même de la femme, de la vie, quoi. Même si on veut, quel que soit le parti politique auquel on appartient, on ne changera pas le fonctionnement des femmes et le fonctionnement des hommes. Alors, on peut les adapter,
mais jusqu'à preuve du contraire, et à mon avis pour encore très longtemps, c'est les femmes qui feront les enfants, enfin qui porteront les grossesses, parce que pour faire les enfants, on y participe aussi, encore un peu. Un petit peu. Oui, d'ailleurs, il y a eu des études, enfin il y a eu des expériences qui ont été faites pour essayer de rendre les hommes enceints, et ça s'est avéré totalement impossible. C'est un de vos confrères, Hugh Grant, qui m'avait raconté ça. J'avais trouvé ça assez drôle. Enfin drôle, c'est pas vraiment drôle d'ailleurs. Alors faut faire attention à ce qu'on dit, parce que maintenant, effectivement, certains veulent que les hommes soient enceints. Mais ça, c'est les trans. Oui. Mais juste pour l'instant. Cela dit, oui, un homme qui était avant une femme peut tout à fait être enceint. Exact. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots. Enfin bon, je fais pas vraiment attention à ces choses-là, moi, en général. Bon, ici, on parle vrai, voilà. sur Sud Radio. Donc, effectivement, allez, à la louche, si je puis me permettre, c'est les femmes qui portent les enfants. Pour l'instant, on est très loin de pouvoir imaginer qu'un homme, même si on lui greffe un utérus, puisse porter une grossesse, parce que les hormones des hommes modifieraient ce qu'on appelle l'organogénèse, c'est-à-dire la fabrication de l'embryon. Et donc, pour l'instant, on est loin de tout ça. Oui, mais justement, on parle des règles, on parle du fait de porter les enfants, et finalement, aujourd'hui, ou en tout cas dans notre monde occidental, les femmes ont de moins en moins d'enfants. On peut se poser quand même la question, à quoi bon tous ces cycles, toutes ces souffrances, ces difficultés, ces douleurs, pour finalement ne pas avoir d'enfants ou en avoir un dans sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, la nature, la biologie, pour utiliser le terme, n'évolue pas beaucoup. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va évoluer? Est-ce que la science peut faire quelque chose? Ça, c'est des vraies questions quand même. Alors, Dieu ou pas Dieu, on va pas rentrer dans la discussion. Non, il veut pas nous appeler. Il va pas nous téléphoner. La nature est ainsi faite. Il a des problèmes avec sa femme. La nature est ainsi faite que nous avons des pulsions vers ce qui est nécessaire à notre survie. Et dans les pulsions primaires de l'individu en général, il y a la nourriture et la reproduction. Oui, la survie de l'espèce. Voilà. Donc, après, clairement, Dieu merci. Tiens, le revoilà. Dieu merci, on s'est adapté pour faire qu'on ne saute plus sur la première femelle venue. Et donc ça s'appelle l'éducation, ça s'appelle donc oui, l'homme a beaucoup évolué. Et la culture, oui. Oui, donc en fait, il est fort probable que le cycle menstruel et les règles restent quelque chose de fondamental, puisque c'est la survie de l'espèce. Et donc, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. La seule chose qu'on peut faire, c'est grâce à la médecine et à la science, favoriser tout ce qui est difficile pour les femmes. Sauf que pour que l'espèce perdure, il faut que les femmes aient 2,2 enfants. Oui, mais ça, sur le plan mondial, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Sur le plan mondial, non, mais la Corée du Sud, ils sont à 0,79. D'accord, mais enfin, je veux dire, donc, sur le plan mondial... Et l'Europe est en dessous, de 2. Je peux comprendre que vous n'ayez pas envie que les Européens disparaissent au profit d'autres, mais sur le plan de l'humanité, puisque là, on revient à la nature, à partir du moment où... de toute façon, on serait plutôt mieux s'il y avait moins de monde sur Terre que plus. Donc, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on assiste depuis des siècles à petit la maîtrise telle de la fécondité que si ça continue et que ça s'étend complètement, on peut potentiellement imaginer que dans quelques siècles ou millénaires, l'espèce humaine disparaisse. Là, je pense que les humains auront envie à nouveau de faire des enfants. On peut l'imaginer. Oui. Parce que les expériences qui ont été faites sur les animaux, notamment sur les souris, quand on met beaucoup de souris en cage, elles sont de plus en plus infertiles. Quand on leur laisse plus d'espace, elles sont plus fertiles. Donc, pourquoi on échapperait à cette règle, encore une fois, de Dieu, puisque c'est la nature? On verra. Mais en tout cas, c'est un discours presque philosophique. Clairement, l'évolution des sociétés module la fécondité. Ça, c'est sûr.
Donc ça voudrait dire peut-être que s'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont du mal à avoir des enfants, c'est peut-être dû aussi à la culture. Oui, je parle d'avoir du mal, je ne parle pas de qui n'en veulent pas. Non, mais j'ai bien compris, mais vous avez raison, c'est pas lié à la culture, c'est lié au fait que les femmes font des enfants trop tard. Et donc à 30 ans, c'est culturel, à 30 ans, la fécondité est la moitié de celle de 20 ans déjà. Effectivement, aujourd'hui, très probablement, la grande majorité des difficultés à être enceinte n'auraient peut-être pas eu lieu si les grossesses avaient été débutées à 16 ou 18 ans, comme c'était le départ de la nature, si je puis dire. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand on vieillit, il se passe deux choses. Premièrement, la fécondité baisse, ça c'est clair, mais deuxièmement, plus on vieillit, plus on a eu le temps d'avoir des ennuis, si je puis dire. Donc plus on peut avoir apparition de causes de stérilité ou d'hypofertilité. Donc c'est un double phénomène. Le vieillissement est un double phénomène, une baisse intrinsèque de la fécondité, mais aussi l'apparition de maladies ou de troubles anatomiques qui font que c'est de plus en plus difficile d'avoir des enfants. Et on vieillit de toute façon dès qu'on a 10-15 ans, voilà. Évidemment. Bon, en tout cas, les règles, vous avez envie de poser des questions à Christian Jamin, il est avec nous jusqu'à 16h. Profitez-en, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Garance qui est déjà avec nous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, vous êtes gynécologue, mais vous êtes également endocrinologue et c'est important parce que on sait que les hormones parfois jouent leur rôle, peut-être moins que ce qu'on croit. C'est en tout cas ce qu'on a vu en préparant l'émission. Mais on va répondre à vos questions au cas par cas et on essaiera évidemment, Christian Jamin, de ne pas faire des consultations particulières, mais d'essayer toujours d'élargir un petit peu les réponses. Et c'est Garance qui commence. Bonjour Garance. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors vous avez des questions à poser notamment au sujet de votre fille, je crois. Absolument. Voilà, j'ai une fille de 24 ans qui pratique énormément de sport et quand je dis énormément, c'est qu'elle en fait tous les jours parce que c'est son métier et que dernièrement, elle a eu dans l'hiver de malaise, de grosse fatigue, donc ce qui l'a conduite à consulter et on lui a diagnostiqué en fait un excès de prolactine, ce qui venait expliquer pourquoi elle n'avait plus du tout de règles. Donc derrière s'en est suivi une IRM pour voir qu'il n'y a rien au niveau de l'hypophyse, ce qu'il n'y a pas. Et en fait j'aurais voulu avoir l'avis de Monsieur Jamin, même si derrière elle doit avoir un endocrinologue à la rentrée là, mais j'aurais quand même voulu avoir son avis sur ça, quoi, voilà. Alors déjà, il y a une chose qu'on peut répondre, beaucoup de sport pour des jeunes femmes, ça peut avoir une influence sur le cycle, sur les règles. Alors, l'excès de sport, enfin l'excès, la pratique importante du sport, surtout quand on ne compense pas par des apports caloriques diversifiés et importants, entraîne très souvent un arrêt des règles, puisqu'on dit qu'à peu près une danseuse sur 2, ou si ce n'est 2 sur 3, n'a pas de règles. Parce que ce qui paraît logique, parce que finalement il faut de la réserve pour pouvoir être enceinte, donc pour avoir des règles. Voilà. Je pense qu'on reviendra là-dessus. C'est une grande théorie que j'appelle la théorie de l'aménorrhée d'épargne. Allez-y, parce que c'est. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait trop de sport? Ou qu'on ne mange pas assez, ou qu'on mange de manière pas assez diversifiée, eh bien, alors on va revenir sur le bon Dieu. Vous voulez dire que les véganes auraient souvent peu de règles ? Oui, sans aucun doute. D'accord. C'est-à-dire que l'organisme vous dit « je n'ai pas assez pour deux ». Donc, on arrête il y a deux choses qui se passent, c'est qu'on arrête la reproduction, où il y a des troubles des règles très importants quand on est déséquilibré dans ses apports ou dans ses dépenses. Et puis, on arrête les pertes caloriques au niveau des extrémités. Donc, on a les mains froides et le nez froid et les pieds froids pour éviter les pertes caloriques. C'est-à-dire qu'un organisme qui manque de quelque chose et d'énergie, les caractéristiques, c'est ce qu'on appelle les acro-syndromes. Acro, c'est les extrémités. Et deuxièmement, les troubles des règles. Donc, mais ça, c'est pas la question qui nous a été posée. Mais cette économie d'épargne, aujourd'hui, c'est une véritable épidémie. Parce que... Oui, mais Garance, votre fille faisant beaucoup de sport, est-ce qu'elle mange des protéines, des graisses, enfin voilà, des choses qui pourraient nourrir, compenser cette dépense de calories énergétiques avec le sport?
Alors, mais la question était à propos de la prolactine. La prolactine, c'est une hormone qui est sécrétée pour que les femmes fassent du lait quand elles ont accouché. Pro, ça veut dire pour. Lactine, c'est lactation. Et donc, les femmes n'ont pas de règles quand elles allaitent. Et il y a une maladie qui donne, quand on a trop de prolactine, on n'a plus de règles. Mais il faut faire très attention, parce que le dosage de prolactine est quelque chose de très délicat, et il y a beaucoup d'erreurs. Et puis, il y a beaucoup de médicaments qu'on prend qui sont susceptibles de modifier la prolactine. Donc, avant de dire que l'absence de règles est liée à un excès de prolactine, il faut être très prudent. Mais là encore, comme vous le disiez, Brigitte, c'est que cette jeune fille fait aussi beaucoup de sport tous les jours, et si ça se trouve, sa prolactine n'a rien à voir avec son arrêt de règles. D'accord. Alors, ma fille, effectivement, je suis pas certaine qu'elle mange de façon très équilibrée, parce que elle vit seule, et donc moi je suis pas là comme je pouvais le faire par le passé pour veiller à ce qu'elle met dans son assiette. De toute façon, même quand je veillais à ce qu'elle mettait dans son assiette, j'étais pas là pour voir la façon dont derrière elle gérait les choses. Et donc, il est possible que ce soit lié, soit que ce soit totalement indépendant dans ce que j'entends de ce que vous venez de dire. Oui, c'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'être certain qu'elle ait vraiment une augmentation de la prolactine et dans quelle proportion. Donc, si réellement elle a une vraie hyperprolactinémie, son arrêt de règles vient de là. Mais si son hyperprolactinémie est plus que modérée, si ce n'est absente, à vérifier, il faut regarder du côté de la nourriture et en particulier du côté des apports d'acides gras d'origine animale. C'est-à-dire que on a besoin, pour fabriquer des hormones, de manger de la graisse un petit peu, on n'est pas obligé de s'empiffrer, de graisse animale, et en particulier qui se trouve dans les fromages, dans certaines viandes, etc. Donc, l'excès est très souvent chez la femme à l'origine de troubles du cycle. Les excès dans un sens ou dans l'autre. Oui, ne pas assez de nourriture ou trop de nourriture. Voilà. Oui. Donc ça, c'est quand même peut-être une piste avec laquelle vous pouvez avancer avec votre fille, Garance. Pour moi, ça a été instinctivement, ça a été la première que j'ai avancée avec ma fille, et au point que parce qu'on n'habite pas du tout la même région, quand je suis allée la voir, je suis allée lui acheter des compléments alimentaires en pharmacie. Alors j'ai pris des laboratoires français parce que je trouve que la composition, moi je sais qu'elle est validée, tout ça, et ça, elle derrière, elle a eu son cycle, ce qui m'a laissé penser qu'effectivement il devait y avoir des carences en quelque chose. Mais bon, voilà, ça va un petit peu dans tout ce que vous venez de dire, et de fait je lui ferai écouter le podcast pour qu'elle-même l'entende. Alors, le meilleur complément alimentaire, c'est un morceau de gruyère par jour, ou du comté, ou ce que vous voulez. Il faut faire attention. Le fromage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la viande, et c'est leur droit, bien sûr. Il n'y a pas de problème, c'est leur droit. Mais si on ne mange pas de viande, et qu'on ne mange pas du tout de beurre, et qu'on ne mange pas de produits laitiers, là on est carencé en acides gras et on n'a plus ces règles. Alors, moi je dis toujours... C'est incroyable ce que vous racontez, parce que finalement maintenant où il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont véganes ou végétariennes, c'est quand même une information importante. Végétarienne, c'est pas très grave parce qu'elles mangent des laitages. Fromage et des laitages, oui. Les véganes, il faut être plus vigilant parce que, et d'une manière générale, alors faut faire attention parce qu'il y a des faux fromages, si je puis dire. C'est de la feta, la mozzarella et tout ça. Il n'y a pas de matière grasse dedans. Donc c'est pour ça que ces jeunes filles sont très friandes de ça. Elles mangent des tomates et de la feta, donc c'est pas suffisant. Mais d'une manière générale, avec un morceau de comté par jour, ça s'arrange. D'accord. Oui, en plus c'est quelque chose de très facile à mettre en place. À condition qu'elle le mange. Oui, mais là je me dis que je pense que de ce point de vue-là, elle pourrait le faire. Non, vraiment, c'est très très riche d'enseignements, tout ce que vous venez de dire, parce que ça va dans toutes les pistes que j'ai pu aborder avec elle, et qui effectivement validerait un peu le déséquilibre alimentaire qu'elle me semble avoir, mais lié, je pense aussi à son organisation de vie. Donc c'est repenser peut-être la façon dont elle fait ses courses, dont elle prévoit ses repas, en faisant beaucoup d'heures de... Oui, bien sûr, on a tendance à... mais je crois que vraiment là, on démarre fort, puisque déjà, on donne une information essentielle pour toutes les mamans qui s'inquiètent pour leurs jeunes filles et toutes les jeunes femmes qui nous écoutent. L'alimentation a un
joue un rôle important sur les règles. Dans un sens ou dans l'autre. Oui, j'ai bien compris. Parce Trop manger peut pas aussi... assez manger, ça, c'est ce que j'ai appelé l'économie d'épargne. Trop manger, c'est l'ovaire polykystique. C'est une autre forme d'absence de règles. Et là, pour votre fille, bon, déjà, si vous voulez avoir une petite idée sur sa prolactine, sans méchanceté, vous lui pincez le bout des seins. Et s'il y a du lait qui sort, là, c'est sûr qu'il faut s'intéresser de près à la prolactine. S'il n'y a pas de lait qui sort, il faut vérifier bien quelle est la réalité du trouble hormonal. Merci beaucoup Garance de votre intervention. Merci beaucoup. On continue bien sûr avec vos questions sur Sud Radio 0826. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et vous l'avez compris, il n'y a pas de règles, mais il y a des réponses à vos problèmes de règles avec Christian Jamin qui est avec nous, endocrinologue, gynécologue. Bonjour Gabriella. Bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est plutôt des règles abondantes, hein? Alors oui, depuis que je les ai eues pour la première fois, ça s'est très vite enchaîné avec beaucoup d'abondance, des douleurs. Adolescent, je les ai eues à 13 ans. Et même une fois, je les ai eues 2 fois dans le mois. En fait, j'ai toujours eu ce souci-là, sauf que quand j'ai pris la pilule, tout s'est arrêté. Enfin, tout s'est arrêté, je m'entends. Avec la pilule, tout s'est calmé. Et puis j'ai eu, je voulais avoir un enfant, voilà. Suite à ça, j'ai eu un retour de couche phénoménal. Enfin, et j'étais très 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 fatiguée. Bon, mais c'était normal, hein, pour moi, c'était pas. Voilà. Et après, à ma deuxième enfant, j'ai remis un stérilet, je l'ai réenlevé. Passé la quarantaine, je dirais, il y a 6 ans, 40, 42 ans, je trouvais que, à un moment donné, j'étais très, très agressive, voire même presque violente, quoi. Ce qui n'était pas dans mon état normal. Ouais. Ah non, pas du tout. Et je commençais à devenir folle, quoi. Suivant le moment du cycle, c'est ça? Eh ben, je fais le rapprochement, je crois que c'est en écoutant vos émissions, par hasard, et je fais un peu le rapprochement, enfin, en tout cas pour le moment, enfin, pour le coup, je me trouvais folle, quoi. Et je vais donc consulter un gynécologue, faut savoir qu'on est à la campagne, c'est très très difficile d'avoir 2 diagnostics, si peu qu'on en ait un, c'est déjà ça. Et du coup, il me dit que non, c'est un peu de dépression, d'aller consulter un psychiatre, enfin, j'étais perdue, vraiment, mon gynécologue, oui, bof. Voilà, et du coup, là, je pète un plomb vulgairement et je m'énerve un peu, parce que j'étais prête à me battre, quoi, avec des hommes, c'était pas un problème pour moi. Hein. Alors, la question finalement que pose Gabriella, est-ce que, en effet, au moment du cycle, il y a des changements d'humeur, quoi? Alors, on le sait quand même, ça. Je pense qu'on va être obligé de prendre 3 ou 4 rendez-vous pour les prochaines émissions, parce que là, on aborde tout. Alors, vous avez parlé de 2 choses qui sont différentes et indépendantes l'une de l'autre, madame. Le premier, c'est l'abondance des règles. Ça, d'une manière générale, c'est plutôt un petit problème au niveau de l'utérus. Il faut faire une échographie, si possible, dans un centre spécialisé pour comprendre pourquoi vos règles sont très abondantes. Mais la deuxième partie de votre propos sont des troubles du caractère. Alors ça, c'est très peu connu en France et c'est très connu aux États-Unis. Les Américains ont beaucoup travaillé là-dessus. Ça s'appelle la dysphorie prémenstruelle. Dys, ça veut dire anomalie. Phorie, c'est l'humeur. Prémenstruelle, ça veut dire après l'ovulation. Et donc, l'explication actuelle, c'est que après l'ovulation, les femmes sécrètent une hormone qui s'appelle la progestérone, qui veut dire pour faire un enfant. C'est ça que ça veut dire, progestérone. Et cette progestérone est transformée au niveau du cerveau et interfère avec les enzymes qui régulent l'humeur. Et donc, il y a des femmes qui souffrent, d'abord c'est très fréquent, mais il y a 6 à 8% de la population chez qui c'est un vrai cauchemar, et ça rend agressif, et ça rend violent, et le jour de ces règles, tout s'arrête, et on se dit, mais comment j'ai pu être comme ça? C'est ça. Donc, c'est vous, ça? Ah oui. C'est vous, donc bon. Je vous ai reconnu. Et donc, oui, ça s'appelle la dysphorie prémenstruelle et c'est lié à une anomalie, encore une fois, des neurotransmetteurs. Et en particulier, ça donne une baisse de la sérotonine dans le cerveau. Et on sait que la sérotonine est responsable de l'humeur. Alors, ça se soigne. Soit les Américains, eux, proposent de donner des médicaments qui régulent le métabolisme de la sérotonine
après l'ovulation, c'est-à-dire que vous prenez votre antidépresseur, entre guillemets, après au 14e ou au 12e jour du cycle jusqu'aux règles, et vous passez allègrement cette période-là, et vous verrez, votre entourage sera content, et vous aussi. L'autre possibilité, c'est qu'il faut faire... Il y a certaines pilules ou hormones qui régulent cela, mais il faut faire très attention parce qu'il y en a aussi beaucoup qui l'aggravent. Donc il faut avoir affaire à des gens qui connaissent bien les hormones si on veut attaquer la dysphorie prémenstruelle sur le versant hormonal. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que ça risque d'être fastidieux. Oui. Mais les Américains classent cela dans une forme très particulière de dépression qui s'appelle le DMS5. La dépression, il y a 1000 dépressions différentes et il y a une dépression spécifique de la femme après l'ovulation. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Enfin, je veux dire, même si on l'a peut-être pas si bien défini que les Américains, mais enfin, la preuve, c'est que Gabriella l'a déjà entendu dans cette émission. Ça touche 80% des femmes, ce trouble, mais chez 6 à 8%, ça rend la vie impossible. Et ça, il faut le savoir et il faut les aider. Pour ma part, comme c'est compliqué dans ma vie à ce moment-là, je mettais ça sur le compte de mes problèmes. Et ensuite, 2 ans après, je fais mettre un stéroïde hormonal et tout s'est apaisé. Alors, je ne sais pas si c'est indien, je ne sais pas, ou si c'est psychologique, ou je ne sais pas. Oui, c'est pas classique ça. Voilà, et bon, après mes soucis que j'avais se sont calmés aussi. Donc, est-ce que tout a un lien? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai mis ça et ça va mieux et j'ai plus de règles. Donc, ça va mieux. Oui. Alors oui, enfin là c'est compliqué, mais je dirais qu'en première intention, le stérilet hormonal n'est pas un traitement de la dysphorie, mais si ça a marché, c'est tant mieux. Oui, on va dire ça comme ça, parce qu'en tout cas, j'en suis ravie. Oui, mais en tout cas, ça peut aider des femmes qui nous écoutent et qui auraient justement ces difficultés à partir du moment où elles ont ovulé jusqu'aux règles. Oui, mais parce que c'est quand même pendant 10 jours par mois. Oui, c'est pas une fatalité. Et puis ça perturbe énormément la vie en société. Bah, bien sûr. Parce qu'au bureau, on s'engueule avec tout le monde. Les femmes viennent souvent me consulter en me disant « Docteur, je viens parce que je veux pas divorcer. » Et c'est vrai, parce que les troubles que ça induit dans les rapports humains sont parfois extrêmement importants. Oui, et même mon gynécologue de l'époque, mon médecin généraliste, ne m'avait pas donné d'informations. Hein. Ben oui, mais parce que c'est très spécialisé. Enfin bon, et comme je vous l'ai dit, les Français ne sont pas très impliqués dans ce syndrome. C'est plutôt, il faut lire la littérature internationale, la littérature médicale internationale pour suivre ça. Bon, écoutez, en tout cas, Gabriella, vous avez eu une bonne réponse quand même pour ce qui s'est passé en ce qui vous concerne. Bon, tout va mieux. J'allais dire tout est réglé, si je puis dire. Ça, oui, ça va. Je suis plus du tout agressive et encore moins violente. Eh ben merci en tout cas d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, on va quand même donner la parole à un homme, puisque c'est lui qui va répondre à 3 questions intimes. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Christian Jamin qui est avec nous et à qui vous pourrez poser une question tout de suite après. Alors, première question, pour rester un peu sur le sujet du jour, est-ce que vous aimez ou pas faire l'amour pendant que votre partenaire a ses règles? Alors moi, ça ne me pose absolument aucun problème. D'accord. Et nous, on peut... Attention, est-ce qu'on vous entend plus très bien, Pierre? Alors, je vais parler un peu plus fort et je vous explique. C'est bien. Je disais, en fait, moi avec ma compagne, en fait, on a toujours des relations avec préservatif. Parce que c'est son seul moyen de contraception. Après, ça nous est arrivé de le faire sans. Je suis un peu moins fan parce que voilà, quand il y a des petits restes sur la verge, bon, voilà, ça m'embête un peu. Mais sinon, à part ça, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Par contre, je dirais pour elle... Alors, on ne pourrait pas dire que ça vous dérange absolument pas. Ça ne vous dérange pas parce qu'il y a le préservatif. Voilà, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on ne le fait pas forcément à ce moment-là parce que c'est parfois un peu plus douloureux pour elle. Du coup, c'est vraiment la demande, en fait. Mais moi, personnellement, voilà, ça me...
Oui, voilà, ça me dérange entre choisir de ne pas faire l'amour ou faire l'amour, même si elle a ses règles, je comprends tout à fait votre choix, voilà. Pierre. Je comprends, bien sûr. Deuxième question, qu'est-ce que vous regardez d'abord chez une femme ? Et ne me répondez pas les yeux, s'il vous plaît. Alors, c'est très subjectif, c'est surtout ce qu'elle va dégager. L'atmosphère qu'elle va dégager autour d'elle. Je veux dire son aura, si je peux appeler ça comme ça. D'accord. Et c'est quoi l'aura alors ? C'est une impression générale ? Voilà, c'est ça. C'est l'énergie qu'elle va dégager. Sa façon d'être, c'est pas juste le corps humain. Le corps humain peut être attirant. Maintenant, c'est plus ce qu'elle va me renvoyer. D'accord. Voilà. Et vous le ressentez immédiatement ou bien c'est au bout d'un échange de quelques minutes ? Non, ça va, je le ressens très très vite. D'accord. Donc, après, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, donc voilà, j'y suis assez sensible. Vous avez travaillé votre intuition, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et dernière question, quel est le moment que vous préférez dans la relation sexuelle ? Est-ce que c'est la séduction, les préliminaires, le coït, l'orgasme, l'après, la douche Alors, j'aime bien tous les moments, mais là où je me régale le plus, c'est vraiment quand on a fini et quand elle est dans mes bras. D'accord. Là, ça vaut vraiment ce moment très câlin où tout est fait, entre guillemets, et où on est vraiment très très proche, où je peux sentir sa peau, tout ça. Et là, c'est très très agréable. C'est intéressant votre réponse, parce que c'est plutôt, on dit toujours que les hommes, à peine finis, ils vont prendre leur douche. Eh bien non, il y a des hommes qui aiment ce moment, l'après-amour. Oui. Donc, comme quoi, faut jamais avoir d'idées trop arrêtées. Eh bien, je vous laisse poser une question à Christian Jamin, il vous écoute, allez-y. Eh bien, un petit moment, une expérience insolite que vous avez vécue durant votre carrière. Une expérience insolite quelque chose qui est hors du commun. De votre carrière. Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus... c'est difficile à froid comme ça. C'est difficile à froid. Alors, une des choses qui m'a le plus stupéfait, c'est que je voyais une dame qui avait un certain âge, qui venait pour traitement de sa ménopause ou quelque chose comme ça. Et au moment de partir, elle me dit au revoir. Elle me dit « Votre lacet est défait ». Et elle se met à genoux pour me remettre mon lacet. J'étais tellement stupéfait. Je veux dire, on m'avait jamais fait ça. Voilà. Oui, c'est en effet assez comique. Oui, c'était tellement inattendu, c'était gentil, il n'y avait aucune intention derrière ça, mais... Allez savoir. Mais en tout cas, là, je dois dire que j'oublierai jamais cet instant. Comme ça, quelqu'un qui se met à genoux devant vous et qui vous remet votre chaussure, ça m'était jamais arrivé. Et c'est pas du tout, je vous remets chaud, je sais remettre mes chaussures et je le demande à personne. Mais cette espèce de gentillesse spontanée comme ça m'a totalement séché, comme on dit. Voilà. Eh bien voilà la réponse de Christian Jamin. Merci beaucoup, Pierre. Et selon les magasins, liste des 1000 produits imbattables et des magasins participants sur netto.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et je précise, si vous êtes médecin, si vous travaillez dans le milieu médical et que vous avez envie d'assister à ce congrès organisé par Christian Jamin, ça s'appelle Genesis, c'est le 14 et le 15 septembre à Paris, dans le 15e, près de l'avenue de Suffren. Vous pouvez aller voir sur le site Genesis, comme ça se prononce, Genesis. Et c'est un congrès donc de gynécologie, justement sur les règles, sur les cycles menstruels. Donc vous pouvez encore vous inscrire si vous le désirez. Juliette, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour Juliette. Eh bien, on vous écoute Juliette, allez-y. Écoutez, je vous écoute depuis tout à l'heure et finalement je pensais pas tout savoir, mais en tout cas en avoir vu un rayon sur les règles, mais j'apprends encore des choses, c'est top. C'est bien, je me suis retrouvée dans quelques-uns des témoignages sur l'hypophyse, la prolactine, la dysphorie prémenstruelle, tout ça.
Donc oui, pour raconter rapidement, moi ça fait à peu près 25 ans que j'ai mes règles puisque j'ai 40 ans là. Ça a commencé par des cycles très irréguliers, enfin voilà, ça arrivait une fois tous les 3 mois, mais ça me dérangeait pas. Et puis finalement, est-ce que justement, excusez-moi Juliette, c'est assez fréquent chez les très jeunes filles que le cycle soit pas tout de suite réglé, si je puis dire? C'est pas fréquent, c'est universel. D'accord. C'est-à-dire que c'est très rare que un cycle n'est régulier que s'il y a ovulation. Donc, au départ, souvent, les cycles sont anovulatoires et d'une manière générale, on ne tient pas compte de la régularité des cycles avant 16, 17, même parfois 18 ans. Et ça n'est que si ça perdure au-delà de 18 ans qu'on doit consulter. Mais avant, je dirais que ça fait partie de la mise en route. C'est ça, vers 18-19 ans, avant de commencer à prendre la pilule, justement, comme c'était toujours pas régulier, on avait fait des petits examens et effectivement, j'avais des ovaires polykystiques, mais c'était pas du tout lié à du poids ou quoi que ce soit, parce que je devais faire un petit 50 kilos, voilà, tout mouillé. Et après, bon, voilà, j'ai pris la pilule quelques années. Après, j'ai eu un implant que j'ai très mal supporté. Enfin, ça n'a pas été une réussite chez moi. Voilà, je l'ai retiré assez rapidement parce que c'était complètement inadapté à mon corps. Et puis après, j'ai commencé à vouloir faire un bébé et c'est là que les choses se sont compliquées parce que justement mes cycles étaient tellement irréguliers du coup qu'on a compris qu'ils étaient un peu inovulatoires. Et puis voilà, ça m'est suivi des années de traitement avec des hormones pour réussir enfin à réguler tout ça. C'est là qu'on a découvert ce surplus de prolactine, un petit adénome hypophysaire. Enfin voilà, je la fais courte, sinon on y passe l'après-midi. Et puis finalement, j'ai quand même réussi à avoir ma première fille grâce à une insémination. Et après, à partir de là, en fait, ça a vraiment... Enfin, mon gynéco me l'avait dit, quand on met la machine en route, après, elle refonctionne. Après, ça a complètement régulé justement ces cycles. Après la naissance de votre... Après la naissance enfant. de ma première fille, il m'avait dit, faites attention, parce que bien sûr, quand j'ai accouché, il m'a dit, qu'est-ce que je vous prescris comme pilule? Et moi, je lui ai dit, je veux plus entendre parler des hormones, j'en ai trop pris. Et il m'a dit, attention, la machine peut redémarrer à tout moment. Donc on a fait très attention. Et puis on a eu une seconde fille tout à fait naturellement, au jour et à l'heure où on a souhaité l'avoir. Donc ça a été super. Et puis ensuite... Alors ça c'est quand même intéressant ce que vous dites, parce que moi je l'entends souvent. Le premier enfant qui est obtenu grâce à la FIV, ou en tout cas par une aide médicale, remet tout en place, et ensuite ça vient naturellement. C'est quand même surprenant, non, Christian Jamin? Oui, alors il semble que ce soit vrai, mais pour l'instant, moi j'y vois un peu de psychique là, quand même. Non, mais on n'a pas beaucoup. Je n'ai pas beaucoup d'explications par rapport à ça. Mais par ailleurs, vous êtes d'accord qu'on l'entend souvent? Non, on l'entend souvent et c'est probablement vrai. C'est comme par ailleurs. Alors, prendre la pilule. Quand on arrête la pilule, il y a un rebond de fertilité dans les 3-4 mois qui suivent l'arrêt de la pilule. Donc, contrairement à ce que font beaucoup de femmes, par exemple, il ne faut pas arrêter la pilule longtemps avant, parce que quand on veut un enfant, on profite de ce rebond de fertilité. Donc, on a l'impression, en effet, que quand l'ovaire a été bloqué pendant un certain temps, soit par une grossesse, soit par une pilule, il redémarre mieux après. Oui, en tout cas, il n'y avait pas que du psychologique, parce que il y avait des soucis, voilà, de kyste et puis de prolactine et tout ça qui n'existait plus du tout après. Donc, je pense que ça a quand même régulé pas mal de choses. Et puis après, donc à la naissance de notre seconde fille, j'ai opté pour la solution du stérilet. Et là, pareil, je ne l'ai pas gardé longtemps parce que, pour le coup, pour en revenir au sujet du jour, les règles étaient vraiment hémorragiques. Il n'y a pas d'autre mot. C'était une semaine de grandes eaux où je me vidais complètement, où ça m'épuisait vraiment à un point catastrophique. Voilà, je suis vraiment... À quoi enfin, quelles sont les raisons pour lesquelles, souvent, après les règles, surtout quand elles sont abondantes, il y a une grande fatigue? C'est parce qu'il y a une carence en fer? Alors, il y a deux explications. Il y a d'abord la perte de fer.
Hein, vous savez, on considère qu'une femme doit avoir plus que 30 de réserve de fer. Et avec les régimes actuels, on est souvent loin. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est à part Madame Thatcher qui avait une main de fer. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est que ce qu'elle faisait avec. Et par ailleurs, donc, au moment des règles, il y a une chute hormonale, c'est même ça qui déclenche les règles. Et la chute hormonale donne une petite déprime, souvent une fatigue, avant que ça remonte. Et ça peut aussi expliquer qu'au moment des règles, souvent, on peut avoir quelques fatigues ou mal-être. Oui, moi, mon médecin traitant m'avait même interdit, entre guillemets, d'aller donner mon sang tant que j'étais sous stérilée, parce que justement la carence en fer était déjà trop importante pour en plus aller donner son sang. Alors je trouvais ça triste. Enfin bon, voilà. Mais du coup après pour partager mon expérience, donc quand j'ai enlevé mon stérilet parce que ça me convenait plus, je suis repassée sur des cycles tout à fait naturels. On a pris les devants du côté de monsieur pour basculer la responsabilité de la contraception sans faire un dessin. Voilà, et du coup, depuis, je m'en porte que mieux parce que j'ai retrouvé des cycles parfaitement réguliers où mes règles durent 2 jours et puis après, c'est vraiment que c'est 3 gouttes et demie par-ci par-là. Et en plus, voilà, je me trouve 100 fois moins fatiguée, beaucoup plus en forme, avec vraiment ce côté cyclique des 14 premiers jours où c'est la fête absolue, et après, bon, les 10 jours qui suivent, c'est un peu moins marrant, mais je comprends en plus, en vous écoutant sur les dernières interventions, qu'il y a peut-être des petites choses à faire de ce côté-là. Mais voilà, en tout cas, je trouve ça beaucoup plus... c'est plus agréable, évidemment. C'est plus agréable de ressentir et de comprendre vraiment le fonctionnement et d'avoir aucune intervention extérieure sur ça. Mais c'est là où les hommes ne se rendent pas compte à quel point le cycle a des influences sur l'humeur des femmes. Alors certains s'en rendent compte évidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez particulièrement féminin, quoi. Sur le plan, si on parle de psychisme et de cycle, il y a 2 périodes difficiles chez certaines femmes après l'ovulation. On l'a déjà dit tout à l'heure. Avec Gabriella, oui. Et puis le coup de mou au moment de la chute hormonale qui déclenche les règles, c'est-à-dire, et ça donne aussi des maux de tête, des migraines, ça s'appelle des migraines cataméniales. Il y a beaucoup de femmes qui ont mal à la tête au moment de leurs règles, alors déjà c'est pas agréable, et en plus la chute hormonale donne une sensation de fatigue, donc ça s'appelle pas le syndrome prémenstruel, ça s'appelle le syndrome menstruel tout court. Voilà. Et en plus, elles ont parfois mal au ventre, donc c'est pas la fête, les premiers jours des règles. Et justement, par rapport à cette baisse de la sérotonine, là, si je comprends, du fait de la progestérone, est-ce qu'il y a des traitements autres que antidépresseurs qui pourraient réguler ce genre de choses ? Il y a certaines pilules, mais c'est compliqué. Oui, on peut. Il y a d'autres. Des plantes ou, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait un peu le match contre la progestérone pour se faire plaisir. Voilà. Se faire plaisir. Oui, ça on fait. Oui, mais on sait que se faire plaisir, ça augmente la sérotonine. Hein, donc après, on peut se faire plaisir. Je parle pas uniquement du sexe. Hein, je parle de se faire plaisir dans la vie tout court. Hein, déjà. Faut que je monte à cheval toute la deuxième partie de mon cycle. C'est ça que vous me dites, Brigitte. Si c'est ça qui vous fait plaisir, allez-y. Oui, c'est pas moi qui vous dire le contraire. Ne vous gênez pas. D'accord. Oui. Alors, ce que vous avez dit aussi qui est important à relever, vous avez dit que vous aviez des cycles irréguliers parce que parce que vous n'ovuliez pas. Hein. Est-ce que c'est donc aussi une règle générale, si je puis dire ? Alors, vous avez dit des choses, ça, peut-être même sans le savoir. On vous avait fait un diagnostic d'ovaire polykystique au tout début de votre vie ovarienne. Alors là, je dois dire que malheureusement, on ne peut pas faire de diagnostic d'ovaire polykystique avant l'âge de 18 ans. Parce que les symptômes sont
très perturbé par cette puberté qui n'est pas assez loin pour qu'on puisse affirmer quoi que ce soit. Donc je tiens à insister là-dessus parce que faut pas croire que toutes les filles qui ont des troubles des règles à 18 ans ont un ovaire polykystique. En fait, c'était suite à une radio, et d'ailleurs... Oui, alors justement... Mais je regrette vraiment de l'avoir fait, effectivement. Vous avez raison de regretter. Ce jour-là, en plus, la personne qui m'a fait la radio, elle m'a vraiment bouffé le côté psychique du truc parce qu'elle m'a dit « Oula, vous allez galérer à avoir des enfants. » Oui, voilà, c'est agréable. Bonjour le message. Là, vous pouvez pas me faire plus plaisir là. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que quand on prononce des mots comme ça, la première chose que la femme fait, c'est qu'elle va sur Internet, elle dit qu'elle va avoir des difficultés à être enceinte, ce qui est souvent faux, et on lui perturbe toute sa vie. Et il y a eu un très bon article australien qui expliquait que les diagnostics erronés comme ça étaient catastrophiques. Mais évidemment, c'est une mauvaise injonction. Je tiens à dire aussi que on peut pas faire un diagnostic d'ovaire polykystique par l'échographie chez une femme vierge, parce qu'il faut mettre la sonde dans le vagin pour mesurer le volume de l'ovaire, compter les follicules, etc. Donc il faut être très méfiant sur les diagnostics d'ovaire polykystique basés uniquement sur une échographie. Eh bien, merci Juliette, parce que vous avez donné vous aussi beaucoup de renseignements. On va continuer bien sûr après les infos. Vous avez des questions à poser, vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas, 0826 300 300. La petite devinette du jour, je crois qu'elle va vous plaire, celle-ci, Christian Jamin. Aimez-vous les uns les autres. Vous connaissez évidemment cette formule de là-haut, de notre voisin là-haut. Score final 85 à 79. Prochain rendez-vous jeudi et samedi pour des matchs de classement. Voilà pour l'actualité. Merci de nous avoir choisis. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Christian Jamin que nous évoquons aujourd'hui la question des règles, des cycles menstruels. Et je précise d'ailleurs qu'il y a un congrès de gynécologie qui va énormément parler de tout ça, puisque c'est là-dessus qu'il est basé, ce congrès. C'est donc le 14 et le 15 septembre à Paris, dans le 15e. Vous pouvez aller voir sur le site Genesis, et c'est Christian Jamin qui organise ce congrès. C'est réservé au milieu médical, je le précise évidemment. Alors, la devinette d'abord, aimez-vous les uns les autres, tout le monde connaît, mais que conclut le proverbe polonais ? Point trop n'en faut. C'est à peu près ça, je savais que ça allait vous plaire. Cela n'interdit pas les préférences. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, je savais que ça vous plairait. Nous continuons avec Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour Brigitte, bonjour Christian Jamin. Bonjour. Oui, alors moi je souhaitais témoigner. Alors, il y avait une première chose, peut-être que c'est... Déjà, j'ai toujours été un peu rebutée par le mot « règle ». J'avais une question peut-être pour votre invité, parce que ça nous met direct, on est petite fille et du coup on est dans les règles. Donc ça m'a toujours dérangée. Et c'est un peu savoir si, je sais pas, il y a d'autres possibilités. Alors, d'où vient ce mot, oui, déjà ? Oui, voilà. Alors, en France, on dit règle, ça vient de régulier. Et pourquoi c'est important ? Parce que, comme je l'ai dit, les règles, c'est le résultat d'un cycle complet avec une ovulation, puis ce qu'on appelle une hémorragie de privation. En anglais, c'est plutôt menstruation, qui veut dire mensuel, et ce qui est à peu près la même chose. Et la grande difficulté, c'est de faire la différence entre des saignements et des règles, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui saignent de temps en temps pour des raisons qui ne sont pas des règles, et c'est parfois difficile de faire la différence entre des saignements et des règles. Et puis il y a aussi des fausses règles qui sont quand on prend la pilule par exemple et qu'on l'arrête une semaine par mois, à ce moment-là on a des saignements, mais ce ne sont pas des règles. Bref, au niveau de la terminologie, c'est compliqué, et le mot, encore une fois, règle, vient du fait que c'est régulier et c'est lié à une ovulation. Ouais, mais vous voyez, moi je suis d'accord avec vous, Tiffaine. Quand on réfléchit, il n'y a pas de mots qui ont été trouvés, qui soient des mots sympathiques. Sinon, il y a les ragnagnas, il y a les... Enfin, je veux dire, il y a des mots, et c'est pire, quoi. J'aime encore mieux le mot règle, non ? Oui, c'est vrai, mais
C'est-à-dire que médicalement, même, c'est compliqué parce que vous avez parlé d'un congrès là, pour mon premier topo, c'est règle ou saignement, et telle est la question. C'est-à-dire que médicalement, quand une femme saigne, le médecin doit essayer de faire la différence entre des règles qui veut dire ovulation, donc normalité, et saignement, qui veut dire donc anormalité, donc bilan. Et c'est compliqué, et effectivement, le mot est pas joli, mais médicalement, c'est compliqué de faire la différence. Ouais. D'accord. Et alors du coup, est-ce que je peux juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit, sûr, parce que moi, en fait, pour ma première fille, je me suis aperçue que j'étais enceinte au bout de 11 semaines, parce qu'en effet, j'ai jamais eu de règles trop douloureuses, hein. C'est bien passé, la ménopause aussi, donc voilà. Mais du coup, j'ai continué à saigner. Alors que vous étiez enceinte. Donc vous n'imaginiez pas que vous étiez enceinte. Non, c'est parce que j'avais les seins qui avaient bien augmenté, j'étais très contente, mais du coup je me suis rendu compte qu'après c'est parce que j'étais enceinte. Mais j'avais quand même des saignements. Oui, alors en effet, ça existe. C'est toute la difficulté du métier de médecin dans ce domaine, en tout cas, c'est que quand une femme vient et qu'elle saigne, vous ne savez pas si elle est enceinte, vous ne savez pas si elle a une grossesse mal placée, vous ne savez pas si c'est une anomalie de l'utérus, et donc ça demande une analyse assez fine par l'interrogatoire, et beaucoup de femmes, en effet, ont des saignements en début de grossesse, et c'est pour ça qu'on passe à côté de la grossesse, et c'est pour ça, parfois, qu'on dépasse la date possible pour faire une interruption de grossesse. Oui, moi je suis très contente d'avoir ma fille, mais à un moment j'y ai pensé. Oui, mais c'était pas prévu, et c'est vrai que la question s'est posée, mais du coup c'est pas grave, elle est là et c'est très bien. Mais alors, c'est vrai que ça m'a amené à 12 semaines en fait, ça m'a amené à 12 semaines. Il fallait que je parte. En plus en France, c'était en grève à l'époque. Enfin bref, il fallait que je parte à l'étranger, et s'est posé la question. Mais quels seraient les indices qui permettraient aux femmes de savoir qu'elles sont enceintes? Alors, les seins Alors oui, les seins, d'abord, le meilleur diagnostic de grossesse quand on a l'habitude, c'est les seins. Et au bout de combien de semaines C'est-à-dire qu'il faut savoir que après l'ovulation, ça s'appelle la phase lutéale. Et une phase lutéale, quand ça dépasse 14 jours, c'est qu'on est enceinte. C'est-à-dire que si on prend sa température, par exemple, on voit la température monter après l'ovulation, et si la température reste élevée au-delà de 14 jours, c'est qu'on est enceinte. Et si on a mal au sein... élevée de combien de degrés En fait, c'est un petit peu compliqué à lire. Oui, c'est pour ça. Il faut avoir l'habitude. Mais ce que je veux dire, c'est que si on a la sensation que des femmes reconnaissent de post-ovulatoire et que ça dure longtemps, c'est qu'on est enceinte. Cette phase post-ovulatoire ne dépasse jamais 14 jours. C'est le seul indice. C'est-à-dire que si vous avez mal au sein, vous avez mal au sein pendant plus que 14 jours, enfin, si vous avez les seins gonflés pendant plus que 14 jours, c'est que vous êtes enceinte. D'accord. C'est ce qui m'a alerté. C'est quand même très peu d'indices. Oui, c'est très très léger comme pour faire le diagnostic. Mais vous savez, oui, il faut faire attention. Pour l'avoir vécu, oui. Et le test, quand on s'y attend pas, vous voyez, c'est ça. Quand on s'y attend pas, du coup, on n'est pas du tout. Vous n'aviez aucune raison si vous aviez des saignements, vous étiez persuadé que vous aviez des règles, donc pas enceinte. Et le test de grossesse, il est fiable à combien de pourcents C'est très très fiable. C'est très fiable. À condition, dès qu'on a 3-4 jours de retard, c'est très très fiable. Bon, ça c'est peut-être aussi un indice. Faut pas hésiter parce que finalement c'est assez simple, le test de grossesse. Oui. Si on a le moindre doute, c'est fiable. Bon alors voilà, mais ma question, la première, c'était vraiment savoir s'il y avait un autre terme pour ce mot qui. On peut en inventer un. Oui, on pourrait lancer un brainstorming
trouver un mot pour les règles. Puis un mot sympathique, parce que moi, je crois beaucoup au poids des mots, à la puissance des mots. Si on avait un mot sympathique pour les règles, je suis sûre qu'il y aurait peut-être 2, 3, 5, 10% de femmes qui auraient moins de règles douloureuses. Voilà, peut-être, allez savoir si on croit un tout petit peu au psychique. Je sais que c'est pas trop votre truc, Christian Jamin, mais quand même. Oh, allez, je ne suis pas qu'un macho. Avec... Non, mais il est très dur, il est très radical, il est corchant. Donc si on trouvait un petit mot sympathique... je croyais que c'était moi. Écoutez, je ne vous connais pas. Si ça vous fait plaisir, prenez-les. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. C'est un homme qui aime vraiment les femmes, Christian Jamin. Il est rond, bon vivant. Il est quand même pratiquement toujours de bonne humeur. Oui, presque. Oui, franchement. Enfin, en tout cas avec nous, Bénédicte. Bon, voilà. Et avec vous, vous avez vu comment il répond toujours à toutes vos questions, et avec beaucoup de patience et de précision. On va, Tiffaine, je vais lui donner ce devoir d'ici le mois prochain, puisqu'il revient en général tous les mois. Je vais lui demander de nous trouver un mot pour remplacer le mot règle. Oui, mais ça va être son travail. Super. Mais non, attendez, c'est plus compliqué que vous ne voulez me le dire là. Vous allez me coller quelque chose sur le dos. Règle, c'est pas un vilain mot. Les règles, c'est régulier, etc. Non, c'est l'image du saignement qui donne cette impression sur le mot règle. Donc si on met n'importe quel mot, au bout d'un moment, comme les femmes souvent n'aiment pas avoir leurs règles, il aura mauvaise réputation. Excusez-moi, mais je suis d'accord avec Tiffaine. Être obligé d'obéir à des règles, c'est pas drôle. La règle qui nous tape sur les doigts, c'est pas drôle. Vous trouvez quelque chose de sympathique dans le mot règle, dans le langage courant Oui, il faut que je réfléchisse, vous n'avez pas... Voilà. On est d'accord. C'est ça que vous vouliez dire, Tiffaine. Exact. Il est enfermant. Il est vraiment enfermant, ce mot. Il est stigmatisant. Donc, non, ça peut être un atelier pour votre séminaire, là. Oui, je vais lancer le concours. On va lancer le concours. À Genesis, venez à Genesis trouver un autre mot que le mot règle. Je suis sûre qu'on peut trouver, enfin... Oui, on va lancer un concours. Bon, enfin, on peut lancer le concours aussi, c'est à la radio. Puma Attacanto sont à 24,99 € au lieu de 44,99 €, soit 44% de réduction. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions services et magasins participants sur intersport.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors Christian Jamin, je ne sais pas si Dieu nous a répondu, mais nous avons Marie, au moins, qui nous répond. Oui, on lui demandera de lui passer son fils. Bonjour Marie. On est de bonne humeur, c'est la rentrée. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oui, c'est ça, on me l'a dit souvent. Et oui, c'est un prénom lourd à porter, Marie. Exactement. Oui, donc écoutez, moi j'ai 34 ans. J'ai eu une relation avec les règles un peu particulière puisque je suis atteinte du syndrome des ovaires polycystiques. Ce qui fait qu'en fait, j'ai eu mes règles, je pense, une dizaine de fois dans ma vie. Et ensuite, pour avoir des enfants, donc j'ai une PMA, et 2 du coup. Et lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai brutalement, on va dire, il y a à peu près 6 mois, eu mes règles. Et pour de vrai, c'est-à-dire de manière un peu plus régulière, non pas tous les mois quand même, mais tous les mois et demi. Et c'est très étrange en fait de se retrouver un peu sur une situation où on est normalement adolescent, à mon âge. C'est-à-dire que je découvre ce que c'est que avoir mal au ventre, ce que c'est que devoir acheter des protections hygiéniques. Et je vous avoue que au départ, même moi, je disais bon, mais mes amis, ils exagèrent quand même, les règles, ça va pas être si terrible. Et que je découvre aujourd'hui, que c'est pas marrant tous les jours. Et les gens se moquent de moi beaucoup, mais c'est très particulier à vivre. Ouais, en tout cas, votre parcours est intéressant. Enfin, en tout cas, il est original. Parce que finalement, jusqu'à votre premier enfant, vous étiez tranquille. Mais bon, en même temps, vous avez réussi à avoir des enfants, donc ça veut dire quand même que ça fonctionnait pas si mal quand même. Mais j'ai eu la chance de très bien réagir à la PMA, donc voilà, ça c'est sûr que je ne me plains pas.
Mais voilà, aujourd'hui, c'est mes collègues notamment qui sont avec moi au quotidien. Tu rigoles moins maintenant. Eh ben c'est ça, et puis surtout que de manière régulière, moi je n'ai jamais le réflexe d'avoir des protections dans mon sac. Et je vais les voir à chaque fois en détresse, au secours, aidez-moi. Parce que je n'ai absolument pas cette habitude-là. Et du coup, c'est vrai que même par rapport à mes enfants, qui sont mes filles, je me dis, il faut quand même que je leur explique comment ça se passe, même si je n'ai pas vécu cette situation-là. Oui, vous avez peut-être encore le temps, vu que vous avez 34 ans. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, votre témoignage, Marie, on voit depuis le début, depuis 14 heures, on n'a que des témoignages différents, complètement, même souvent anachroniques. Donc il n'y a vraiment pas de règle. Vous commencez à comprendre le calvaire que je vis depuis 40 ans pour comprendre tout ça. Parce que c'est vrai que c'est très, très compliqué. C'est fou. Hein, ouais. C'est très compliqué. Pourquoi il y a des règles douloureuses, pas douloureuses, pourquoi, comment on fait ces diagnostics, etc. C'est vraiment, il faut écouter beaucoup écouter. Et ce qui est particulier aussi, c'est que finalement, dans les cours de sciences qu'on a au collège, comme disait la personne avant moi, on parle de règles, on dit bien que c'est tous les temps de jour, que c'est comme ça et pas autrement. Et moi, je me sens être très mal à l'aise à l'époque et me dire, mais je suis pas comme tout le monde, moi. C'était difficile de trouver, de me trouver dans ces cours de sciences naturelles, alors que je savais déjà que je voulais des enfants, que ce serait difficile. Et voilà, effectivement, c'est pas une règle. Eh ben, vous venez de me donner une idée. Parce qu'il faudrait que les profs, à l'époque, on disait de sciences nat et maintenant de SVT, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, expliquent que les élèves qu'ils ont devant elles, il est normal qu'elles aient des saignements irréguliers, plutôt que de les traumatiser, comme ça a été pour vous, en leur faisant croire qu'elles ne sont pas normales. Il est normal de ne pas avoir de règles régulières dans les 3-4 ans qui suivent les premières règles. Et donc déjà, ça améliorerait, j'allais dire, l'approche des petites filles par rapport à ça, parce que vous ne devez pas être la seule à penser que vous n'êtes pas normale, alors que la normalité dans ce domaine n'existe pas. C'est le but de cette émission, hein, Christian Jamin, c'est bien pour transmettre ce message aux femmes. J'avais jamais pensé à l'histoire des profs de sciences nat, mais là vous venez de me mettre le doigt où il fallait, si je puis dire. Écoutez, tant mieux. Si ça peut aider d'autres personnes, je vous avoue que ce sera très bien. Moi maintenant je le vis très bien, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était pas facile. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est que visiblement, en plus, la première PMA a fonctionné très vite et tout de suite. Très bien. Et puis, dans ce que vous venez de dire, a priori, on aurait pu penser qu'il y avait justement. Ah non, on m'avait dit que moi, dans mon cas, on m'avait dit que ce serait extrêmement compliqué, qu'il fallait que je me prépare. Est-ce que ça ne fonctionne pas? Finalement, ça a mis 1 an et demi, ce qui est quand même pas si long que ça par rapport à d'autres couples. Et la deuxième fois à moi. Donc. Alors, ce que vous m'inspirez aussi de dire, c'est que tous ces diagnostics, en particulier diagnostics d'ovaires polykystiques, c'est des diagnostics extrêmement difficiles pour lesquels il n'y a pas de marqueur fiable, il n'y a pas une échographie qui permette de le dire, il n'y a pas une prise de sang qui permette de le dire. C'est un faisceau d'arguments et il faut être très très modeste dans les diagnostics vis-à-vis sauf s'il y a quelque chose de flagrant. Mais parce que la première chose qu'on fait quand on vous dit vous avez un ovaire polykystique, même si le diagnostic est approximatif, les femmes vont sur Internet, elles voient qu'elles vont peut-être avoir des difficultés à être enceintes et on fiche leur vie en l'air. Donc il faut être très prudent, en particulier sur un diagnostic aussi difficile et discutable que celui de l'ovaire polykystique. Et ça, je m'exprime pour tous les gens qui parlent trop et trop vite. Mais c'est un peu le problème de la médecine. On adore mettre un diagnostic dès qu'on trouve un mot qui à la mode. Enfin, je veux dire, oui, vous avez raison. Il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses qui sont vraies. Ça se voit. On a un dosage, on a une analyse, là, on peut faire un diagnostic. Mais l'ovaire polykystique n'est pas une maladie. C'est ce qu'on appelle un syndrome, c'est-à-dire une association de symptômes. Et donc, c'est extrêmement compliqué de pouvoir l'affirmer, sauf quand c'est caricatural. Et donc, il faut être très prudent parce que on joue avec
toute la vie de la femme qui est devant vous, parce que entendre à 18 ans qu'on va être stérile, c'est quand même pas une nouvelle. C'est une injonction négative, évidemment. Voilà. Donc, prudence. Oui, alors après, c'est vrai que moi, ce qui a sauvé, on va dire, mon moral, c'est que la gynécologue que je voyais en libéral était très pessimiste, très peu ouverte à la discussion. Et dès que j'ai été transférée en centre PMA avec des professionnels de santé qui étaient sur ça, de suite, on m'a dit non, mais pas du tout. Le pourcentage de personnes qui arrivent à la fin d'une PMA et qui n'ont pas d'enfants, c'est rarissime, en fait. Et en fait, à partir de là, même moi, mon cerveau a switché, on va dire. Mais bien sûr. Enfin, on sait très bien que la manière dont le médecin va dire les choses joue a une influence. Alors après, je ne dis pas que c'est 50% d'influence, bien sûr que non, mais ça a une influence. Donc, un peu de modestie, chers amis de médecins et autres. Hein. Surtout, ne pas se lancer dans un diagnostic sur une simple échographie. L'échographie ne permet pas de faire un diagnostic de verre polykystique. C'est toute une histoire qui permet de le faire. Ça n'est qu'un des arguments. Merci en tout cas. Merci à vous, Marie. Merci de ce témoignage là aussi original. Bon, et puis si vous le rencontrez là-haut, vous lui dites qu'on attend son appel. Hein. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, écoutez, j'adore les blagues à répétition. Ça me fait toujours sourire. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Christian Jamin, un petit jeu d'imagination sexuelle pour le couple. On est tous les deux, imaginons, dans un lieu public. On dîne ou on prend un verre, qu'importe, ou tout simplement on est assis sur un banc dans un parc. Et plutôt que d'échanger des banalités, eh bien, on observe un couple autour de nous et puis on imagine depuis quand ils se connaissent, ce qu'ils vivent ensemble, comment ils font l'amour. Et chacun d'entre nous va donner des explications, des arguments. Et expliquer pourquoi on imagine telle ou telle chose en fonction de ce qu'on voit. Et le but, en fait, c'est de se laisser aller dans son imaginaire. Après tout, on peut inventer n'importe quoi, ça fera de mal à personne. Et ça permet justement de faire fonctionner un petit peu son imaginaire érotique. Et vous serez surpris, si vous amusez à ce jeu plusieurs fois, qu'on peut aller très très loin dans son érotisme imaginaire. Et je pense que c'est un bon moyen à deux de refaire fonctionner justement son imaginaire. Et on sait que lorsqu'on a un bon imaginaire érotique, on a généralement une libido qui fonctionne mieux, ça relance le désir. Voilà, c'est tout simple, hein. Oui, c'est aussi une façon de dire indirectement à sa partenaire ce dont on rêve. Ah, c'est une manière un petit peu manipulatrice, mais pourquoi pas? Pourquoi pas. Après tout, c'est. Mais en tout cas, de toute façon, ce qu'on imagine, ça parle de nous. Oui. De toute façon, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ce qu'on imagine, ça parle forcément un peu de nous. Donc vous n'avez pas tort, hein, évidemment. Voilà, donc c'est un petit jeu que vous pouvez faire pour relancer justement le désir. Ce sera d'ailleurs notre sujet demain avec Philippe Arlin. On va parler du désir et comment le maintenir, justement, ce désir, notamment dans un couple au long cours. Peut-être, là, c'est la rentrée. Généralement, pendant les vacances, le désir est un petit peu plus au top. Mais comment le maintenir durant toute l'année? Ce sera notre sujet demain avec Philippe Arlin. Mais pour l'instant, voilà, de quoi aussi faire fonctionner son imaginaire, c'est ce jouet intime qu'a reçu Ophélie, qui est avec nous. Bonjour Ophélie. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors c'est un œuf vibrant connecté Baby Stars de la marque Zalo que l'on trouve sur ruedesplaisirs.com. Alors vous l'avez reçu dans un joli coffret tout rose. Hein, Oui. Ça fait un peu, ça fait comme, comment dirais-je, un jouet d'enfant de petite fille. Ou alors là, ce qu'on reçoit alors avec des dragées, des dragées de baptême, oui, un petit peu, oui, c'est vrai. Remarquez, il est joli le coffret. Le coffret est très joli, c'est super bien présenté. Alors le Baby Star, on dirait un porte-clés en fait. Il est gros comme un pouce.
Voilà. Et puis, il est connecté aussi, donc on peut le connecter avec son portable et puis le diriger via une application. Et puis, il a aussi, ça fait un peu bijou fille, je trouve. C'est assez girly parce que il a un petit médaillon qui est en plaqué or, 18 carats. Et voilà, ça fait comme un petit bijou et il glisse partout dans le sac à main. C'est hyper pratique. C'est vraiment un petit accessoire pour s'amuser. Voilà, c'est assez joli. Il vibre assez bien d'ailleurs, hein. Oui, il y a 8 vitesses, figurez-vous. Ah oui, quand même, oui. Et de plus en plus. Non, c'est par à coup, c'est rythmé, oui. Voilà, c'est ça. Avec des rythmes différents. Alors, c'est à la fois un œuf vibrant, mais on peut aussi s'en servir pour stimuler le clitoris, finalement. En fait, moi, je l'ai utilisé que comme ça, pour tout vous dire. D'accord, la vérité. L'avantage par rapport à d'autres œufs vibrants, c'est qu'il y a un long fil avec un petit truc doré qui permet de retirer facilement l'œuf vibrant. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui ont toujours peur de ne pas pouvoir le ressortir du vagin. Voilà, c'est ça. Donc, a priori, oui, ça fait un peu tampax. Hein, je voudrais pas dire, Brigitte. Ah, oui, alors là, c'est un joli tampax. Hein, Oui, voilà. C'est ça. Non, mais en tout cas, il est très. Moi, c'est mignon, oui, il est très mignon. Ce que j'ai apprécié, c'est ça, c'est son côté un peu girly, bijoux, porte-clés, accessoires, très très fille, hein, en fait. Et en plus, qui vibre parfaitement bien. Oui, mais moi je trouve que c'est un joli petit cadeau à faire à sa petite amie, hein, Christian Jamin. Oui, moi qui aime beaucoup les voitures, comme vous le savez, je trouve que ça fait un joli porte-clés. Oui, voilà, alors, je ne sais pas comment vous allez mettre la clé sur le... Je me débrouillerai. Vous débrouillerez. Bon, avec votre petit porte-clés rose, Christian Jamin. Bon, moi je veux bien, hein, mais bon. Non, mais franchement, c'est assez joli, c'est assez mignon. Voilà, pourquoi pas. Hein, C'est très, très fille. Moi, j'ai bien alors, aimé. je précise qu'il existe en blanc également. Hein, si. Ah, dans d'autres couleurs aussi, en bleu. En bleu, je sais pas, je l'ai pas. Je crois que je l'ai vu sur le site en bleu, en rose, en plusieurs couleurs en réalité. Bon, donc on peut choisir ces couleurs. Mais franchement, c'est un joli petit objet, je suis d'accord. Et quelle note vous lui donnez alors finalement, Ophélie ? Franchement, il a tout d'un grand. Moi, je mettrais quand même un bon 8. 8 sur 10. Du fait qu'on puisse le porter délicatement dans son sac, c'est pratique, on peut l'emmener partout en voyage, etc. C'est vraiment l'accessoire de poche à dégainer en cas de besoin. Voilà. C'est vrai qu'il faut toujours avoir ce genre de choses sous la main, hein, on ne sait jamais, hein, je suis bien d'accord. Sait-on jamais pour calmer ses ardeurs. Voilà. N'est-ce pas, parce qu'on n'a pas toujours un homme sous la main. Hein. C'est ça. Oui. Oui. Et puis on ne peut pas mettre un homme dans son sac, hein, de toute façon. Ça serait compliqué. Je ne suis pas sûre qu'il soit d'accord. Non, même si on a un grand sac à dos. Bon, tandis que lui, cet œuf vibrant connecté Baby Stars de la marque Zalo, on peut le mettre dans son sac. C'est sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Vous pouvez aller voir à quoi il ressemble, ou sur sudradio.fr, bien sûr. Et quelle note vous lui donnez, Ophélie, en finale ? 8 sur 10, pardon. Un bon 8, oui, voilà, excusez-moi. Un bon 8. Ouais. Eh bien, merci Ophélie. Merci beaucoup. Merci à vous, Brigitte. Et on va continuer avec Natacha qui nous a rejoint. Bonjour Natacha. Oui, bonjour Brigitte. Et bonjour docteur. Bonjour. Christian Jamin qui est avec nous et qui va pouvoir répondre à votre question sur le trouble dysphorique, je crois. Hein, oui, exactement. Je suis ravie que vous abordiez le sujet parce que c'est très très rare et c'est très très peu connu effectivement en France. Alors j'ai une question parce que je suis concernée de plein fouet. J'ai une question par rapport au fait que depuis quelques mois, je ne prends plus les placebos de ma plaquette de pilule, ce qui est un prolestatif pour éviter les fluctuations hormonales, ce qui fait que je n'ai plus de règles. Est-ce qu'il y a un impact sur l'organisme ou pas ? En fait, c'est une des questions que j'ai. Mais voilà. Alors, le fait de faire disparaître les règles pendant une contraception n'a aucun inconvénient connu. C'est très clair. Les règles, alors même si le mot vaut ce qu'il vaut, c'est nécessaire pour faire un enfant, puisque, comme on l'a dit, c'est un cycle qui permet de rénover la couche intérieure de l'utérus tous les mois, donc qui est nécessaire pour avoir une grossesse, mais quand
on ne veut pas être enceinte, faire disparaître les règles avec un traitement n'a pas d'inconvénient connu. D'accord. Non, parce que je me disais comment ça se passe en fait à l'intérieur et pourquoi, comment et. Il se passe rien puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de prolifération de l'endomètre grâce au traitement. Donc, comme il n'y a pas de prolifération, il n'y a rien à évacuer. D'accord. Donc c'est juste un cycle artificiel lorsqu'on prend les placebos. Et oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est parce que Pincus, quand il a inventé la pilule, a dit à l'époque, ça va déjà être tellement révolutionnaire que si en plus je leur retire leurs règles, personne ne voudra. Donc c'est volontairement qu'il a créé ces hémorragies de privation pour que les femmes continuent à se sentir femmes. Et il était persuadé, Monsieur Et vous pensez, Pincus, sincèrement, vous pensez qu'il avait raison à l'époque je pense qu'il avait. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend toutes ces femmes qui aimeraient ne plus avoir de règles. Oui, mais parce que il s'est passé 60 ans depuis. Et donc Pincus avait dit à l'époque que ça allait être transitoire, c'est qu'après on allait pouvoir s'en passer. Et 60 ans après, on s'en passe toujours pas. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent pas bien si... Et puis il faut quand même dire autre chose, c'est que ne pas avoir de règles, quand on n'a pas d'hormones, c'est simple. Ça s'appelle la ménopause. Mais pour que les femmes continuent à avoir des hormones féminines, supprimer les règles, ça peut être compliqué. Il y a très souvent des saignements intercurrents pendant la prise du traitement qui fait que c'est très difficile à accepter parce que les femmes acceptent les règles prévues, et on les comprend, mais absolument pas qu'elles se mettent à saigner au milieu du cycle alors qu'elles ont rien pour se protéger, qu'elles tachent leur linge, etc. Donc, faire disparaître les règles, c'est pas si simple à partir du moment où ça se passe en gardant des hormones féminines. Donc, ça peut être compliqué. Voilà. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai mis ça en place pour réguler le trouble menstruel. Et enfin, là, je garde les contraceptions, mais ça ne sert à rien au niveau des humeurs. Donc, c'est vrai que vous avez déjà abordé le sujet du trouble dysphorique, mais que c'est très, très, très compliqué à réguler et à soigner. Et bon, bref, je fais partie de groupes Facebook et c'est vrai qu'au Canada, c'est beaucoup plus avancé que chez nous. Il y a de multiples solutions, mais enfin, à chacune de trouver la sienne finalement. Et on pioche en fait face à des médecins ou à des praticiens qui ne connaissent pas le trouble chez nous. Donc c'est compliqué. Oui, en tout cas, Christian Jamin en a parlé tout à l'heure. Vous étiez à l'écoute, j'imagine. Vous avez entendu ce qu'il en a dit. Peut-être que ça vaut le coup de vous renseigner sur ce petit antidépresseur. Oui, j'en ai essayé beaucoup, en fait. C'est le souci, mais oui. Après. En tout cas, j'ai ma réponse sur la privation et je vous remercie. C'est bien, oui. Oui, tant mieux si ça marche. Encore une fois, c'est pas gagné à chaque fois, mais quand une femme arrive à faire disparaître ses règles en gardant bien sûr des hormones, c'est plutôt très bien. Oui. Ça peut être une piste quand même pour beaucoup de femmes qui aimeraient ne plus avoir de règles. Oui, mais encore aussi, ça veut dire qu'il ne faut pas être trop pressé parce que l'absence de règles met en général 3-4 mois à s'installer. Oui, puis bon, on a une absence de règles, mais on a aussi une absence de libido, par contre. Et ça, c'est un autre sujet sur la pilule. Oui, ça, c'est un autre sujet. Et là, c'est un autre sujet déjà sur la réalité du fait. Et en plus, est-ce que toutes les pilules se valent pour ça? J'en suis pas du tout convaincu. Non, c'est sûr. Non, et puis la question de la libido, là, je crois qu'on rentre dans une question totalement subjective. Moi, plus j'avance sur cette question, et ça fait quand même des années que je parle de libido dans cette émission. Je crois que là, vraiment, il y a tellement de paramètres qui jouent sur la libido que on aimerait, évidemment, que ce soit juste une question de cycle hormonal ou de pilule, mais malheureusement, c'est bien plus complexe. C'est bien plus complexe que ça. J'ai encore entendu la semaine dernière
dernière une copine qui tout d'un coup a retrouvé le désir pour son mec tout simplement parce qu'il en a trouvé une autre. Un autre mec. Oui. Oui, c'est ça. C'est un bon traitement. Son mec a trouvé une autre femme. Ah, d'accord. Et du coup, elle a à nouveau du désir pour lui parce qu'il est en train de lui échapper. Voilà. Donc, il y a rien à voir avec ménopause, pilule ou je ne sais quoi. Donc, la libido, ça, je pense que c'est à chacun, parce que les hommes aussi, de plus en plus, ont des problèmes de libido. Je crois que c'est à chacune d'y travailler. La libido, elle est jamais morte, mais elle est parfois tellement ensevelie sous d'un monticule de choses que il faut le creuser. Il faut creuser son trou, si je puis dire. Enfin bon, c'est un autre. Les goûters en promo. Mes enfants vont pas traîner pour rentrer de l'école. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pour votre santé, bougez plus. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous, endocrinologue, gynécologue. Je rappelle ce congrès de gynécologie le 14 et le 15 septembre à Paris dans le 15e sur justement les cycles menstruels et les règles. Vous pouvez aller vous inscrire sur le site Genesis et puis c'est réservé aux personnes du milieu médical, je le précise également. On va conclure avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian Jambin, c'est ça? Jamin. Jamin, je ne sais pas pourquoi. Comme le jasmin, mais sans le S. Jeanlin, c'est une bière. Ah, je ne pensais pas à la bière pourtant. Oui, alors bon, moi je vous appelle. Moi j'ai écouté un peu toute votre réunion, toutes ces dames qui ont témoigné. Moi j'ai jamais eu de problème. Alors bon, les règles, en fait, voilà. Alors, c'était ma philosophie d'esprit. Elles sont arrivées, mais un jour elles vont partir. J'ai 51 ans, voilà. Et donc jeune, bon, je prenais une pilule trimilulette. Je sais pas si voilà, je prenais cette pilule-là. Puis après, quand j'ai eu mes enfants, j'avais des problèmes au niveau des varices, donc du coup j'avais décidé de prendre le stérilet. Longtemps je l'ai eu. Puis jour j'ai voulu le stérilet justement pour plus avoir trop de règles. Alors j'avais mes règles, mais qui étaient 2 ou 3 jours. Stérilet qui était comme un peu la pilule où je n'avais plus de règles. Alors par contre là je l'ai très mal supporté. Par contre je l'ai mal vécu. J'étais à 40 ans, j'avais pris beaucoup de poids. Je sais pas si c'est ça, si c'est parce que j'étais fatiguée. Alors donc j'ai arrêté et à partir de là après je suis revenue sur l'autre stérilet et donc j'avais toujours mes règles normales. Mais je n'ai jamais eu de problème ni de douleur ni rien, tellement qu'au point que quand ma fille a eu ses premières règles, elle qui a eu des douleurs énormes, moi j'avais du mal à comprendre, toujours pareil. Étant donné que j'ai jamais eu de douleur, c'était compliqué. Bien sûr. Voilà. Oui. Mais alors par contre, alors je vous fais rire, c'est très psychologique. Chaque fois que je partais en vacances, j'avais mes règles. Voilà. Chaque fois que j'avais une compétition de natation, donc mes règles, c'était systématique. Je n'ai jamais compris le pourquoi. Et là, cet été, ça faisait 7 ans que je suis pas partie en vacances, 7 ans, avec mon boulot, et là, c'était exceptionnel. On fêtait les 60 ans de ma sœur, donc elle nous réunissait, elle voulait absolument que je sois présente. Et donc voilà, me voilà toute contente de partir pendant 4 jours à l'océan. Et bien, voilà, la veille, j'ai eu mes règles. Non, le jour J. Voilà, le jour J. Le jour du départ. Départ. Et alors, le problème, c'est qu'à mon âge, à 51 ans, c'est un flux assez important. Je trouve que c'est fatigant même. Des fois, ça me fatigue. J'en ai même parlé une fois au docteur. Je dis, écoutez, ça me fatigue, mais ça dure pas sur une semaine. Ça va durer sur 3 jours. Voilà, 3 jours, mais alors, à un point, vraiment, des protections, le super plus, avec la culotte protectrice, plus pour se baigner dans l'océan, c'est pas l'idéal. Alors, l'idéal, oui, le tampon, comme j'ai toujours été habituée depuis jeune, parce que automatiquement, dès que j'avais une compétition, je faisais un peu la natation, j'avais toujours, depuis jeune, j'ai toujours été habituée à mettre un tampon, c'était automatique. Alors, pas bien, je ne sais pas. Alors ça, je n'ai jamais compris le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est très psychologique? Je pense, je sais pas. A priori, oui, on peut imaginer. Je vois pas trop d'explications médicales, Christian Jamin. Quand j'ai dit que la gynécologie c'est un métier compliqué, maintenant vous comprenez pourquoi. voilà, c'est ça. La personne, parce que j'ai pas d'explication non plus, mais
Bon, voilà, c'est compliqué. Les femmes, c'est compliqué. En tout cas, le fonctionnement des règles et des cycles des femmes, c'est très compliqué, comme on le dit depuis le début de l'après-midi. Entre la nutrition, l'exercice physique, la psychologie et le reste, c'est difficile de répondre à tout. Est-ce qu'on sait quel est le pourcentage de femmes qui sont justement avec des cycles très réguliers, pour utiliser le terme Je ne saurais pas répondre à votre question parce que ça dépend beaucoup de l'âge et ça dépend aussi du passé gynécologique. Disons que statistiquement, un cycle, c'est 28 jours. Une ovulation, c'est au 14e jour. Cela dit, il y a à peine 30% des femmes qui ovulent le jour où on l'attend. Donc, tout varie beaucoup. D'accord, donc il n'y a pas de règle, quoi. Il n'y a pas de règle. On en revient à tout ça. Non, mais si. Il y a une règle, c'est qu'on considère qu'un cycle normal, c'est entre 25 et 35 jours. C'est-à-dire qu'il faut pas s'inquiéter faut pas s'inquiéter. Il est normal d'avoir des cycles qui varient entre 25 et 35 jours et pas considérer qu'on est malade si on a ces règles tous les. Et deuxième chose, plus on vieillit, plus le cycle raccourcit. D'accord. Mais en revanche, que Sandrine, tout d'un coup, parce qu'elle va partir en vacances ou qu'elle a une compétition, elle a ses règles, là, il n'y a pas d'explication. Là, j'ai pas d'explication. Si ce n'est une sorte de je sais pas moi, d'excitation, de plaisir intense qui provoque les règles, je ne sais pas. Chic, j'ai mes règles. Ah oui, non, mais là, en plus, exceptionnellement, mon mari, on s'était partagé, donc il ne pouvait pas venir. Et bon, sur le coup, on a rigolé parce qu'il me dit, la tradition, elle n'est pas perdue parce que, voilà, effectivement, on partait dans l'année peut-être 4 jours et sur les 4 jours, j'avais mes règles. Donc, il s'est habitué chaque fois. Il me dit, c'est pas possible. Alors, il me dit, vivement que tu sois ménopausée. Alors, en rigolant, on rigole comme ça. Mais après, dans la famille, c'est vrai que ma mère, alors, moi, je me suis dit, j'ai eu un décalage en plus. Et dans l'été, ça avait décalé, justement. Et je suis partie. Et genre, je me suis dit, peut-être c'est bon, je les ai plus. Ça y est, c'est bon. Ça arrive ma ménopause. Enfin, voilà, parce que j'ai un caractère comme ça, je me pose pas de questions. Voilà, je me pose même pas la question de. Et peut-être, ça peut être aussi dangereux, ouais. Non, mais attendez, vous n'êtes pas très femme, voilà, parce que les femmes adorent se poser des questions. Donc, mais en même temps, moi, je pense que le fait, justement, de prendre les choses comme elles viennent, ce qui a l'air d'être votre cas, parce que finalement c'est ça, de ne pas se poser de questions, c'est comme ça. Et c'est peut-être déjà sur le plan psychique, philosophique et physiologique pas si mal. Enfin, en tout cas, ça a l'air de vous réussir. Ah oui, après voilà, oui, c'est vrai que ça, sur le côté gynécologique, oui, ça m'a réussi puisque je n'ai pas eu de problème, je suis tombée enceinte facilement. Je pense que si j'avais pas eu la pilule à l'époque, j'aurais fait un enfant tous les ans, en fait. Voilà, je n'ai jamais eu de problème là-dessus. Je me suis jamais posé la question, d'ailleurs. Mais après, c'est vrai que même quand je les ai, j'ai la douleur. Bon, oui, on a souvent des maux de tête. Oui, on se sent gonflé. Alors surtout à 51 ans, c'est vrai qu'on se sent gonflé. Mais là, on est un peu fatigué parce que c'est les problèmes au niveau des varices, tout ça, au niveau des jambes, voilà. Mais j'ai été plus inquiète à un moment donné. Je me suis dit, oh là là, si j'ai plus mes règles, comment ça, je vais vivre ma ménopause? Parce que souvent on entend le fait de plus avoir ses règles. On va alors, je crois que c'est pas le sujet du jour, mais on a déjà abordé cette question. Enfin, en ce qui concerne la ménopause, c'est pareil. Il y a pas de règles, quoi. Voilà, il y a des femmes qui passent la ménopause très bien, d'autres pour qui c'est une bouffée de chaleur insupportable. Donc. Visiblement, tout se passe bien, donc on a envie de vous dire, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Oui. Par contre, au niveau de la libido, je pensais, parce que justement vous en avez parlé, quand j'ai mes règles, j'ai une libido qui, je sais pas. Il y a quelque chose en moi il y a une pulsion. Ah oui. Voilà. Alors ça, c'est effectivement décrit aussi. Il y a des femmes qui n'ont pas de libido pendant les règles et d'autres chez qui elle est exacerbée. Oui, c'est ça. Donc, on a du mal à y trouver une explication hormonale. Et donc là, je passe la parole à Brigitte parce que on est plus dans le psychisme. Merci de la patate chaude.
Écoutez, on pourrait dire à ce moment-là que c'est la fin d'un cycle et qu'il y a donc un renouveau de cycle qui peut permettre vous avez réponse à tout. Une explosion de la libido. Puisque c'est comme le printemps, n'est-ce pas? C'est la fin, c'est l'hiver qui se termine et bientôt le printemps. Non, mais je dis un peu n'importe quoi, hein, mais je pense qu'en effet, et c'est pour ça que je crois que c'est à chaque femme de trouver sa réponse et de donner du sens à son cycle et à sa façon de fonctionner. Moi, ce que je peux dire, en tout cas dans ce que j'entends, mais encore une fois, ce n'est pas scientifique puisque ce n'est que ce que j'entends, mais enfin j'entends quand même beaucoup de femmes depuis une trentaine d'années. Plus on est bien dans sa vie de femme, plus on accepte d'être une femme, quand même mieux ça se passe, aussi bien pour avoir un enfant que les règles, que la sexualité, que la libido. Voilà, c'est un peu la conclusion que je donnerais pour donner une réponse. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian. Oui, j'en pense exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a tout le côté médical que j'ai développé au cours de l'après-midi, mais il y a aussi indiscutablement le vécu. C'est-à-dire que des femmes sont très heureuses d'être réglées parce que c'est pour elles une marque de leur féminité. D'autres, c'est un rejet parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un problème biologique qui défavorise les femmes. Enfin bon, chacun y met ce qu'il veut. Voilà. Et je voudrais juste ajouter quelque chose. Là, encore une fois, on n'a pas d'enquête et de données scientifiques parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Mais quand on voit, on essaye de lire, et qu'on a un petit peu de culture sur ce qui se passait au 17, 18e, 19e siècle, malheureusement, les femmes tombaient enceintes très, très, très facilement, très jeunes, et avaient avaient pas de mal à avoir tellement d'enfants. Bien au contraire, elles auraient aimé avoir plus de difficultés à en avoir. Donc, peut-être que notre vie actuelle ne favorise pas non plus la nature. Et là, encore une fois, on attend sa réponse, mais là-haut, il ne nous a pas répondu. Oui, mais bon, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que avant, comme vous le disiez, Brigitte, les femmes avaient 10 enfants, elles allaitaient 2 ans par enfant. Ça fait 30 à 40 ans d'absence de règles, alors qu'aujourd'hui, en moyenne, une femme a 500 fois des règles dans sa vie. Ce qui change beaucoup, à la fois sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan physique et sur le plan des maladies. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à comprendre et je pense que c'est vraiment important de comprendre tout ça pour que chaque femme trouve sa réponse et mette du sens à sa vie de femme. En tout cas, c'est le message que j'aurais envie de passer pour conclure. Vous, Christian Jamin, qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure sur ce sujet si difficile? On a quand même donné beaucoup de réponses. Hein. Si, on en a donné quand même. Allez. Beaucoup, oui. Pardon. C'est vrai que c'est comme je le disais en introduction. Depuis que j'ai commencé ma médecine et que je m'occupe des hormones féminines, ces problèmes de cycle, ces problèmes de règles font partie de ma vie et je dois dire qu'il reste encore beaucoup de mystères et il reste beaucoup de travail pour les suivre parce qu'on est loin d'être tout expliqué. Mais enfin, on avance quand même. On avance bien. Donc ça serait peut-être le message. Mais on avance positif. Surtout, si je puis me donner un conseil, quand on écoute. Les femmes. Oui. Et pas de diagnostic rapide comme on l'a entendu. Et pas d'examen à tort et à travers, de radio inutile et de prise de sang inutile. Commençons par écouter, on aura déjà beaucoup de réponses. Ça, c'est une parole d'un bon médecin. Parce que je trouve que c'est souvent quand on écoute qu'on entend le patient a sa réponse en fait. Et il faut l'écouter. Merci beaucoup Christian Jamin. Je rappelle que Genesis c'est le 14 et le 15 septembre à Paris. Allez voir sur le site si vous le désirez. Tout de suite, vous allez retrouver Alexandre Delovan pour sa nouvelle émission À votre écoute. Et nous, on se retrouve demain avec Philippe Arlain. On évoquera le désir, sujet complexe aussi.